Bonjour, je m'appelle Swan Monfar, je suis professeur assistant santé publique à l'École internationale de santé publique de l'UM6 et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous introduire à une nouvelle approche en santé publique qui est la promotion de la santé. En fait, la promotion de la santé a surgi au cours des 3 dernières décennies comme une nouvelle façon de considérer la santé et le bien-être. En fait, plusieurs facteurs ont conduit à faire évoluer les approches de santé publique pour arriver actuellement à l'approche promotion de la santé qui est considérée comme une sorte de nouvelle révolution de la santé publique et qui est aussi donc le fruit d'un contexte marqué par des bouleversements profonds à tous les niveaux, que ce soit sur le plan économique, sur le plan comportemental, sur le plan technologique, mais aussi sur le plan social. Et donc, elle est aussi caractérisée par des approches qu'on peut considérer comme innovantes pour l'amélioration de la santé des individus et des collectivités. Donc, en plan de présentation, nous allons tout d'abord voir dans quel contexte l'approche promotion de la santé est en train de se mettre en place au niveau des différents systèmes de santé. Nous allons dresser un aperçu de l'histoire de son développement et comment les concepts qui sont reliés ont évolué. Et puis enfin, nous dresserons un panorama des différentes stratégies de promotion de la santé avec des exemples pour vous aider à les comprendre. Nous allons commencer donc par le contexte actuel des systèmes de santé. Il est d'abord marqué par l'émergence des fardeaux des maladies non transmissibles. Il est marqué aussi par la mise en valeur de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et enfin, il est marqué par des bouleversements socio-économiques et culturels qui interrogent sur quelle est la meilleure approche à avoir pour essayer d'assurer une bonne santé des populations. Commençons d'abord par le fardeau des maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont actuellement un enjeu majeur des systèmes de santé. Quelques chiffres d'abord. Les maladies non transmissibles représentent actuellement 43% du fardeau mondial des maladies. En 2020, ces maladies vont être responsables de 60% de la charge de morbidité et de 73% de tous les décès. Et plus de 80% des décès, par exemple, dus au diabète, qui est la maladie non transmissible par excellence, se produisent dans des pays en développement, alors qu'initialement, on croyait que ces maladies faisaient plutôt partie des maladies les plus fréquentes dans les pays riches. Donc les enjeux liés aux maladies non transmissibles sont très importants. Tout d'abord, elles bouleversent les systèmes de santé. Elles bouleversent la façon avec laquelle on effectue les soins de santé et notamment le rôle du patient dans la gestion de sa maladie. En effet, ces maladies-là, d'abord, coûtent très cher et se traitent durant toute la durée de vie de la personne. Donc, elles ne guérissent pas. Et cela va entraîner automatiquement une explosion des coûts de prise en charge, notamment dans un contexte de crise économique et sociale. Et donc, comme on l'a dit précédemment, la plupart des soins et des traitements ont lieu à domicile. Donc, les patients et leurs familles sont davantage responsables de leur propre santé. Citant l'exemple d'un patient diabétique, un patient diabétique va obligatoirement devoir gérer sa nutrition, doit devoir pratiquer l'activité physique, il va devoir euh, se piquer lui-même pour pouvoir injecter son insuline et cela entraîne donc une nouvelle responsabilité. Initialement, la responsabilité des patients ou d'un système de santé, elle était plutôt concentrée au niveau des murs des structures de santé. Là, on se retrouve automatiquement dans un autre modèle où le patient a besoin d'être pris en charge différemment. Et puis la notion de chronicité. La chronicité de ces maladies chroniques qui accompagnent les patients tout au long de leur vie et donc qui nécessitent des soins de longue durée. Donc vous pouvez imaginer aussi toutes les conséquences possibles dans ce sens, notamment des conséquences en rapport avec l'autoprise en charge des patients, des conséquences en rapport avec le rôle de la famille, des conséquences en rapport aussi avec la discrimination que peuvent subir ces patients atteints de maladies chroniques. Un deuxième phénomène qui a beaucoup marqué l'émergence de l'approche promotion de la santé concerne
la prise de conscience de la communauté internationale en santé publique d'un des déterminants les plus importants qui concernent les déterminants sociaux de la santé. En fait, l'émergence des inégalités sociales en santé sont dues aux travaux qui ont été menés par plusieurs équipes de recherche qui s'interrogeaient sur est-ce que les inégalités sociales en santé produisent de la maladie. Et les découvertes furent édifiantes. On a mis en valeur ce qu'on appelle la notion de gradient social de santé, qui est en fait le fait que dans une population, on observe que la catégorie sociale la plus favorisée se caractérise par des indicateurs sanitaires plus favorables que la catégorie immédiatement inférieure. Et donc on a mis en valeur un lien entre l'état de santé d'une population et sa position dans la hiérarchie sociale. On a confirmé que plus la position socio-économique d'un individu est défavorable, plus sa santé est précaire et qu'il s'agit là d'un phénomène universel. Et donc, comment agir sur ces déterminants sociaux de la santé? Telle est la question que se posent actuellement les différents responsables des différents systèmes de santé. Et puis les bouleversements socio-économiques et culturels que connaît actuellement le monde. Il s'agit d'abord de la mondialisation, de l'émergence d'une culture cosmopolite de valeurs universelles, des fois positives, des fois négatives. L'émergence des valeurs des droits de l'homme consacre le droit à la santé, mais en même temps, on se rend compte aussi que le capitalisme sauvage va beaucoup influencer la façon avec laquelle les systèmes de santé sont gérés. La crise économique au cours des années 2000 a été un élément fondamental aussi qui a poussé à la réflexion sur les meilleurs modèles à utiliser, les meilleures façons aussi de prévenir la maladie pour ne pas tomber donc dans l'excès et dans l'acharnement thérapeutique. La révolution dans l'accès et dans les échanges d'informations est devenue un phénomène fondamental, universel. L'émergence des réseaux sociaux, des smartphones a ouvert la voie à d'autres canaux de communication que la santé se devrait d'utiliser. Et puis les bouleversements des modes de vie, notamment la sédentarité, l'alimentation, la pression que subissent les citoyens par rapport à leur mode d'alimentation, notamment par le biais de la publicité. Et puis enfin les bouleversements politiques. Nous vivons actuellement, notamment dans notre région, énormément de bouleversements, le développement de la société civile. Les systèmes de santé sont de plus en plus challengés par les citoyens. La relation entre professionnels de santé et entre citoyens et population est devenue de plus en plus tendue. Nous sommes en train de vivre une démocratisation des sociétés, mais cela suppose que la façon ancienne de gérer la santé, de gérer l'individu en tant qu'objet, est dépassée et que l'individu veut avoir aussi son mot à dire, que la population veut aussi avoir son mot à dire concernant les aspects en rapport avec sa santé. Et donc la promotion de la santé est arrivée comme une nouvelle approche pour répondre à tous ces enjeux, à tous ces défis que connaît le système. C'est une approche qui n'est pas arrivée du jour au lendemain, mais en fait elle a accompagné l'évolution de la compréhension et du débat en santé publique par rapport aux différentes approches pour améliorer l'état de santé de la population. Ce débat-là a déjà commencé en regardant la définition que l'Organisation mondiale de la santé a donnée à la santé, qui considère la santé comme un état de bien-être total, physique, social et mental de la personne. Initialement, les systèmes de santé s'intéressaient beaucoup plus à l'aspect physique, mais les changements qu'a connus le monde a beaucoup plus mis en valeur l'aspect social et mental. La promotion de la santé offre des réponses dans ce sens. Le rapport Lalande sur les 4 domaines déterminants pour la santé, donc à savoir que la santé des individus, des populations est déterminée par leur accès aux soins de santé, leur génétique et les aspects biologiques, l'aspect environnemental et l'aspect comportemental. Alors ce qui est intéressant de ce rapport, c'est qu'il a mis en valeur que les soins de santé, c'est-à-dire les services de santé, ne participent que très peu par rapport à l'amélioration de l'état de santé de la population, alors que c'est au niveau de ces services de santé qu'on injecte le plus d'argent et le plus de moyens. Et du coup,
il serait beaucoup plus intéressant de voir quels sont les déterminants de la santé, de pouvoir les améliorer en amont. Et c'est sur les aspects socio-économiques qu'on s'est rendu compte que, et comportemental, que la population améliore sa santé. Et puis la conférence d'Alma-Ata en 1978 qui est venue casser le mythe que l'hôpital est capable de régler et que la technologie est capable de régler tous les problèmes de la santé et qui a initié une nouvelle façon de voir les choses, à savoir de baser les systèmes de santé sur des soins de santé primaires qui seraient accessibles et qui verraient notamment la notion de participation communautaire pour que ces soins-là puissent être appropriés par la population et que cette population aussi participe à leur dispensation. Et puis enfin, la naissance officielle du concept est venue par la Charte d'Ottawa, qui a donné une définition qui est universelle, que nous allons voir par la suite, et qui a aussi mis les grands axes stratégiques pour le développement de l'approche promotion de la santé. Et enfin, depuis, l'OMS organise tous les 2-3 ans des conférences qui ont pour objectif d'approfondir notre compréhension de la promotion de la santé et d'élargir aussi son champ pour qu'elle soit mise en pratique dans toutes les dimensions que peut d'un système de santé pour qu'elle puisse être mise en valeur. Alors depuis Adélaïde, Sundval, Jakarta, Mexico, Bangkok, donc toutes ces conférences-là ont développé notre compréhension et a mis en exergue de nouveaux consensus sur quelles sont les meilleures pratiques à avoir en matière de promotion de la santé. Donc c'est au niveau de la conférence d'Ottawa que l'OMS a déterminé la définition de la promotion de la santé. Donc la charte d'Ottawa la définit comme un processus qui confère aux populations, aux personnes et aux groupes les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé et d'améliorer celle-ci. Donc cette définition recentre l'enjeu sur le rôle des individus et des populations pour améliorer leur santé et donc insiste sur cette responsabilité que les individus et les populations ont pour la prise de contrôle de leur état de santé. Dans ce même cadre, le principal critère qui peut dire si une initiative de santé devrait être considérée comme une action de promotion de la santé devrait être l'ampleur avec laquelle elle s'engage dans un processus d'empowerment ou de développement des capacités d'une communauté. Cette notion d'empowerment est très importante. Ça veut dire comment un individu va prendre le contrôle de son état de santé et va avoir les capacités de prendre ce contrôle-là. Donc, nous retenons que la notion d'empowerment est aussi au centre de l'approche promotion de la santé. Et puis de manière plus opérationnelle, la promotion de la santé intègre la notion que c'est une combinaison d'actions. Ce n'est pas une seule action, c'est une combinaison d'actions qui sont caractérisées par le fait qu'elles soient planifiées. La promotion de la santé part d'objectifs et qui peuvent être touchés à partir de la combinaison, de la planification d'un ensemble d'actions et qui déjà nous orientent sur les types d'actions qui sont proposées par la promotion de la santé en tant qu'approche de santé publique, à savoir des actions de type éducatif, de type politique, de type législatif ou de type organisationnel, appuyant des habitudes de vie et des conditions de vie favorables à la santé d'individus, de groupes ou de collectivités. Donc, ces différents éléments, que ce soit l'éducation, les aspects législatifs, les aspects politiques ou bien les aspects organisationnels, constituent les axes sur lesquels va se développer l'approche promotion de la santé. Ce qui est intéressant par rapport à l'approche promotion de la santé, au niveau de ses caractéristiques et valeurs fondamentales, c'est qu'elle met en exergue la nécessité d'avoir des conditions indispensables à la santé. L'approche promotion de la santé relie la santé à un ensemble de conditions que sont la nécessité d'avoir un nombre de conditions de ressources préalables, notamment l'accès au logement, l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation convenable, la capacité de disposer d'un revenu minimum
de bénéficier d'un écosystème stable, de compter sur un apport durable de ressources et d'avoir droit à la justice sociale et un traitement équitable. Donc l'approche promotion de la santé ne situe pas la santé en dehors des conditions de vie, mais la place au centre des conditions de vie et insiste sur le rôle des conditions de vie pour améliorer la santé des individus et des populations. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de la promotion de la santé en rapport avec ses caractéristiques comme approche de santé publique? Alors tout d'abord, c'est une approche holistique face à la santé. Elle insiste sur l'aspect global de la santé dans son aspect social, dans son aspect psychologique, tout en gardant bien sûr l'aspect physique au centre donc de la prise en charge de la santé. Le deuxième aspect, c'est une approche participative. Elle insiste sur le rôle des individus, le rôle des populations dans leur participation. L'amélioration de la santé ne peut avoir lieu sans cette notion de participation et sans cette notion qu'on a vue tout à l'heure d'empowerment, donc de donner le pouvoir à l'individu et à la population pour prendre le contrôle de son état de santé. L'approche promotion de la santé insiste et se concentre sur les déterminants de la santé tels que les aspects sociaux, comportementaux, économiques et environnementaux. On a vu déjà dans les conditions préalables à la bonne santé. Donc la promotion de la santé veut agir aussi sur ces déterminants pour améliorer la santé. Et l'idée, c'est d'agir aussi sur les différents déterminants sans en oublier aucun. Et puis, souvent, quand on voit l'approche promotion de la santé, elle se concentre à la fois sur les forces et les avantages et pas uniquement sur les problèmes et déficits. Et ça, on va voir par la suite quand on va comparer l'approche prévention de la maladie par rapport à l'approche promotion de la santé. L'approche promotion de la santé va tenir compte des aspects positifs. Par exemple, en s'adressant à une population, l'objectif est de connaître aussi quels seraient les points positifs en rapport avec la culture ou avec le comportement de cette population pour essayer de l'accompagner, pour aller dans le bon sens et pas uniquement insister sur les aspects négatifs liés à cette culture-là pour essayer de les enlever. Utiliser le capital, utiliser les connaissances dont disposent les individus et les populations pour les aider à améliorer leur état de santé et pas uniquement être dans une logique injonctive leur demandant de faire ci ou de ne pas faire ça. Et puis, l'utilisation de multiples stratégies complémentaires afin de promouvoir la santé au niveau de l'individu et de la collectivité. Il s'agit, comme on l'a vu dans la définition tout à l'heure, c'est d'utiliser des stratégies qui ont une approche éducative, des approches en rapport avec l'organisation, des approches en rapport avec la réglementation, et puis des approches aussi qui font participer l'individu. Donc ces différentes stratégies doivent être complémentaires dans le but de promouvoir la santé des individus et des populations. Les stratégies de promotion de la santé sont multiples, mais il est intéressant de les classer et selon les axes suivants. Tout d'abord, l'élaboration de politiques publiques saines, la création de milieux favorables à la santé, le renforcement de l'action communautaire, l'acquisition des aptitudes personnelles et enfin la réorientation des services de santé. Donc ces 5 axes constituent les axes stratégiques qui ont été cités dans la charte d'Ottawa qui a défini la promotion de la santé. On va les aborder un à un pour pouvoir les définir et voir comment ils peuvent s'inscrire dans des actions opérationnelles pour la promotion de la santé. Commençons par le premier axe qui est l'élaboration de politiques publiques saines. D'abord, définissons ce que c'est qu'une politique publique. Donc c'est l'ensemble des politiques, règlements et décisions des administrations publiques qui façonnent et structurent les conditions de vie des citoyens. Concernant la promotion de la santé, donc la politique de promotion de santé suppose qu'on identifie les obstacles à l'adoption de politiques pour la santé dans les secteurs non sanitaires et les moyens de surmonter ces obstacles. Donc on va agir sur les autres secteurs pour que les politiques qu'elles produisent soient des politiques favorables à la santé. Nous allons voir qu'on peut avoir plusieurs stratégies en ce sens. D'abord, qui sont les agents principaux qui déterminent le développement d'une politique publique favorisant la santé? C'est les politiques, les décideurs, les politiciens, les bureaucrates
ou ce qu'on appelle les technocrates, qui vont décider et qui vont avoir des décisions qui auront un impact sur la santé. Et puis qui influencent ces politiques. C'est des groupes à l'intérieur ou à l'extérieur du gouvernement, ça peut être la société civile, ça peut être des lobbies qui sont souvent en rapport avec l'industrie ou avec les détenteurs d'enjeux économiques qui peuvent avoir une influence sur la santé, puis le public, la population, les consommateurs, les contribuables, les électeurs qui émettent leur opinion et qui affecteront l'adoption des politiques, et puis les médias qui influencent la compréhension et l'attitude des décideurs et du public face à la question qui peut être en rapport avec la santé. Donc comment élaborer des politiques publiques saines? Quelles seraient les actions que doit développer un professionnel de santé publique ou une institution qui traite de questions de santé publique pour développer des politiques publiques saines? Le premier axe serait le plaidoyer, c'est-à-dire l'ensemble des actions mises en œuvre pour influencer une décision politique en faveur d'une cause, une idéologie ou une orientation. Le plaidoyer se base donc sur un ensemble d'actions qui vont se faire vers les décideurs politiques pour les influencer, pour qu'ils prennent la bonne décision en faveur de la santé. Pour ce faire, on va donc sensibiliser, transmettre des informations, notamment en nous basant sur des données probantes sur l'impact potentiel de l'action. Nous allons aussi mobiliser la communauté et donc ce sont les principaux modes d'action du plaidoyer. Un deuxième axe, c'est l'évaluation de l'impact sur la santé. Et donc les professionnels de santé publique devraient être outillés pour disposer de l'ensemble des méthodologies, des procédures et outils par lesquels les effets d'une politique, d'un programme ou d'un projet développé en dehors du secteur sanitaire peuvent être anticipés quant à leur impact potentiel, négatif ou positif sur la santé d'une population. Et enfin, l'action intersectorielle, c'est-à-dire comment créer une synergie entre plusieurs secteurs, comment créer une coordination avec d'autres secteurs d'activité en dehors du secteur de la santé en vue d'une action qui affecte un ensemble des déterminants de la santé. Et donc, les inégalités sociales en santé résultent essentiellement des déterminants sociaux extérieurs au système de santé et de prévention. Et donc, par conséquent, il est nécessaire d'avoir des politiques et actions au sein et en dehors du secteur sanitaire pour pouvoir limiter l'impact de ces déterminants de la santé. Et donc elle comprend aussi des mécanismes qui soutiennent et facilitent la coordination d'acteurs sociaux qui proviennent de l'administration publique, du secteur public, mais aussi du secteur privé et aussi des ONG. Et donc pour favoriser la santé et l'équité en santé, les politiques des différents secteurs du gouvernement doivent se compléter avec cet idéal, cet objectif de diminuer les inégalités sociales en matière de santé. Et donc promouvoir l'équité en santé avec une attention particulière aux populations vulnérables. Donc, je récapitule, l'élaboration de politiques publiques saines est un premier axe de promotion de la santé qui se base sur le plaidoyer en tant qu'approche, sur l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques des autres secteurs, mais aussi sur l'action intersectorielle qui vise à mettre en place une synergie et qui se focalise notamment sur la limitation des déterminants sociaux de la santé ou la limitation des inégalités sociales en rapport avec la santé. Un exemple qu'on peut citer qui met en valeur l'intersectorialité, c'est la collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère chargé des Affaires familiales au Brésil pour la mise en place d'un plan national pour l'alimentation et la nutrition. Donc, ce plan garantit aux citoyens les conditions nécessaires pour accéder en permanence à une alimentation suffisante, saine, satisfaisante sur le plan nutritionnel, sans pour autant compromettre l'accès aux autres besoins essentiels. Et donc, ces deux politiques ont contribué à promouvoir l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et à la réglementation de publicité consacrée aux aliments pour enfants dans les médias. Le deuxième axe que prévoit la charte d'Ottawa concernant les axes stratégiques de promotion de la santé est la création de milieux favorables. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par création de milieux favorables? C'est toute action qui permet la création d'environnements favorables à la santé et de manière multidimensionnelle, touchant à la fois les aspects physiques, mais aussi les aspects psychiques et les aspects organisationnels.
Et donc, le milieu doit offrir des conditions qui supportent les changements de comportement favorables à la santé. Alors quand on parle de milieu, il s'agit des différents milieux au sein desquels évolue l'individu, à savoir les milieux éducatifs, les écoles, les universités, les milieux en rapport avec les transports et les conditions de transport des citoyens, l'habitat et les conditions aussi d'habitat, le développement urbain, c'est-à-dire comment se fait, quelles sont les caractéristiques de l'urbanisme pour que ce milieu-là soit favorable par exemple à la pratique d'activités physiques et ainsi que la production industrielle et l'agriculture. Donc, on a déterminé globalement 3 environnements ou 3 milieux de prédilection pour assurer la promotion de la santé, à savoir les établissements éducatifs, les structures de soins et l'environnement professionnel ou les milieux de travail. Ici, nous avons un exemple d'une approche de promotion de la santé qui vise à faire du milieu scolaire favorable à la saine nutrition. On va voir que cette approche agit sur 4 axes. Tout d'abord, concernant l'enseignement, les programmes de qualité pour les élèves, où l'éducation sur l'alimentation est intégrée dans les curriculums, que la formation à l'alimentation est aussi dispensée au personnel, que l'environnement physique de l'école doit être sain et sécuritaire et donc disponibilité d'aliments sains vendus et offerts ainsi qu'appropriés sur le plan culturel, qu'il y ait des aspects en rapport avec la manutention salubre des aliments et milieu sécuritaire pour les enfants allergiques. Il s'agit aussi d'avoir un milieu social favorable, donc des programmes d'alimentation à l'école, des modèles de comportement positif, d'avoir des horaires appropriés pour les pauses santé, mais aussi une sensibilisation à la saine alimentation des élèves, des parents et de la communauté. Et enfin, le partenariat communautaire, à savoir concernant la santé publique et les parcs loisirs, pour que tous ces éléments-là puissent constituer un milieu favorable à la santé dans sa dimension ici en rapport avec la nutrition. Le renforcement de l'action communautaire est un des axes stratégiques de la promotion de la santé cité dans la charte d'Ottawa. Et en fait, comme approche de santé publique, la promotion de la santé s'intéresse aux populations. Mais elle s'intéresse aux populations pour essayer donc de les inscrire dans un processus qui leur confère un plus grand contrôle de leur état de santé. Et cela passe donc par le développement et la mobilisation communautaire comme une stratégie importante à la promotion de la santé en travaillant avec les membres de la communauté afin de les aider à identifier et adresser leurs soucis partagés. Et donc, la pratique d'augmenter l'habilité communautaire et de rendre en pleine maîtrise d'elle-même la communauté, c'est ce qu'on a cité au tout début de cette présentation, c'est l'approche d'empowerment. Donc, c'est une stratégie importante de la promotion de la santé, notamment dans sa dimension communautaire. La question qui se pose, c'est quels sont les principes de l'action communautaire dans une logique de promotion de la santé? Alors tout d'abord, c'est une base collective. L'action cible une base collective, c'est-à-dire un ensemble d'habitants, un groupe réuni pour un problème, une situation ou un objectif commun pour une action ou des actions à construire. Donc la base est d'abord ce groupe, cette communauté. Un repérage collectif des problèmes, des besoins et des ressources. C'est ce qu'on appelle le diagnostic communautaire. Donc quand on parle de repérage collectif, c'est l'obligation de la participation de la communauté concernée à identifier ses problèmes et ses besoins. Et puis, la participation ouverte à tous les acteurs concernés, usagers, professionnels, des champs les plus divers, des administrations, des politiques. Nous pouvons imaginer une communauté locale. Il ne s'agit pas uniquement d'aller vers les populations les plus en vue, les notables, les responsables, mais penser aux populations les plus vulnérables pour qu'elles aussi puissent donner leur point de vue. L'implication de la population, donc comme on l'a dit, dans l'identification de ce qui fait problème pour mobiliser ses capacités, pour sa participation à l'ensemble du processus. Quand on parle d'implication de la population, ce n'est pas uniquement pour lui demander son avis, mais pour aussi participer activement à la réalisation
des actions ou des projets qui doivent être entamés avec elle. De la première phase où on évalue les besoins jusqu'à la planification, jusqu'à la réalisation, puis l'évaluation. Et puis ça se base aussi sur un décloisonnement professionnel. L'approche communautaire en santé, dans le cadre de la promotion de la santé, elle se base sur la nécessité de faire travailler tous les professionnels de santé entre eux et même au-delà, même vers les autres secteurs doivent aussi être impliqués. C'est ce qu'on appelle le décloisonnement institutionnel ou l'intersectorialité. Et puis elle se base sur une logique de partenariat. Il ne s'agit pas d'avoir le leadership unique d'un secteur par rapport à l'autre, mais de se positionner dans une logique de partenariat et de partage des savoirs et de pouvoirs. L'approche communautaire, c'est un peu un transfert des pouvoirs des responsables en matière de santé ou autres vers la population pour que celle-ci devienne active dans l'identification et dans l'amélioration de sa santé et dans l'identification des facteurs qui influencent la santé, donc dans l'amélioration de celle-ci. Le quatrième axe concernant la promotion de la santé en tant que stratégie ou en tant qu'approche de santé publique est l'acquisition des aptitudes personnelles. En fait, c'est toutes les activités, toutes les stratégies éducatives et de communication pour la santé. Alors, initialement, ces stratégies-là sont réellement au centre de la promotion de la santé. Si la promotion de la santé se définit comme un processus qui confère aux individus un plus grand contrôle de leur état de santé, ce contrôle passe obligatoirement par l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires pour qu'ils puissent exercer ce contrôle-là. Et donc le développement individuel et social peut se faire grâce à l'information, à l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la santé. Donc elle comprend la création de possibilités d'apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances, mais pas uniquement, mais aussi la transmission d'aptitudes utiles dans la vie qui favorisent la santé des individus et des communautés. Donc l'éducation pour la santé est un des 8 axes prioritaires à mettre en œuvre dans un programme de soins de santé primaire et que l'éducation pour la santé est plus qu'une stratégie de promotion de la santé, elle est l'élément déterminant pour favoriser tous les changements qui sont visés par la promotion de la santé, à savoir les changements politiques, économiques, sociaux qui rendent possible l'instauration de la santé. Cette notion de prise de contrôle sur l'état de santé passe automatiquement par un transfert de savoir, mais pas uniquement de savoir en matière de connaissances, mais c'est aussi un transfert de savoir-faire, mais c'est aussi un transfert de savoir-être. Avoir une attitude qui permet à la personne d'avoir confiance en elle-même pour qu'elle puisse s'inscrire dans un processus d'empowerment. Le dernier axe que nous allons traiter concerne la réorientation des services de santé. Et en fait, les services de santé sont souvent l'interface entre les citoyens et les professionnels de santé. Cette interface souvent a été une interface très verticale, où l'individu était souvent considéré comme un objet subissant le pouvoir du professionnel de santé. La logique de la promotion de la santé tend à créer un rééquilibrage des responsabilités entre les professionnels de la santé et les citoyens pour faciliter la participation qui est un axe fondamental et un principe fondamental de la promotion de la santé par l'information et l'éducation, et donc afin que ces derniers puissent exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé. Et donc la prestation de santé devient alors coproduite dans la mesure où ce processus donne réellement la parole au patient, à l'usager, au citoyen, et lui permet par exemple l'accès à son dossier médical et de partager la décision dans le système de soins et de donner son avis sur l'organisation des services de santé. Nous pouvons citer l'évolution de la pratique de la médecine générale vers une pratique de médecine de famille qui pour nous s'inspire des principes de promotion de la santé pour créer une nouvelle relation entre le médecin et le patient basée beaucoup plus sur cette notion de prestation qui est coproduite. Et donc,
Cela suppose aussi donc la nécessité d'un changement dans l'enseignement et dans la formation des professionnels, une évolution des paradigmes qui sont beaucoup plus basés sur un modèle biomédical pour qu'ils soient basés dans un modèle plus biopsychosocial et qui intègre cette notion aussi de globalité de la prise en charge pour qu'elle ne soit plus uniquement focalisée sur les soins physiques. Et donc il faut pour cela faire évoluer l'attitude et l'organisation des services de santé en les recentrant sur la totalité des besoins de l'individu considéré dans son intégralité. Donc nous avons passé en revue les différents axes de la promotion de la santé tels qu'ils ont été cités dans la charte d'Ottawa. Alors, il est nécessaire aussi de faire la lumière sur une des confusions qui souvent a lieu et qui est en rapport avec deux approches qui pour moi sont complémentaires, à savoir l'approche promotion de la santé et l'approche prévention de la maladie. Alors, quelle est la différence? Alors c'est nuancé, on va le voir dans le tableau suivant. Donc, la prévention de la maladie et la promotion de la santé sont deux approches de santé publique qui, comme je l'ai dit, sont complémentaires, même si elles se basent sur des modèles différents. L'approche prévention de la maladie se base sur un modèle épidémiologique et un modèle qui est d'abord biomédical et qui, sur la base de ce modèle-là, on va pouvoir prévenir la maladie en essayant de limiter le risque en rapport avec les facteurs liés à ces maladies-là. Pour ce qui est de la promotion de la santé, comme on l'a vu, c'est un modèle biopsychosocial qui multiplie les interventions à plusieurs niveaux en essayant d'avoir cette approche dite globale ou holistique. Et donc, dans leur organisation, l'approche prévention est souvent basée sur des programmes. Programme de lutte contre la tuberculose, programme de lutte contre le diabète. Et donc, c'est des approches verticales par programme. L'approche promotion de la santé, elle va beaucoup plus être une approche horizontale par milieu de vie. On va dire promotion de la santé à l'école, par exemple. Et puis, au niveau de la prévention de la maladie, la dimension participative n'est pas prise en compte. Donc, la population, elle est souvent considérée comme un objet. Donc, quand la population a vacciné, c'est dans ce sens-là que l'approche prévention est beaucoup plus orientée. Alors que l'approche promotion de la santé, elle se base avant tout, comme on l'a vu, sur la collaboration avec la population qui est prise comme sujet et non pas comme objet. Comme on a dit, la prévention de la maladie se base d'abord sur la notion du risque. Et donc l'idée, c'est de prévenir la population d'un risque donné. Alors que la promotion de la santé, elle est multifactorielle et se base sur les avantages et les forces et pas uniquement sur les risques. La prévention aussi se base sur la responsabilité individuelle, donc directe par rapport au risque auquel il est exposé. Les infections sexuellement transmissibles mettent en cause la responsabilité individuelle directe, alors que la promotion de la santé s'intéresse aux conditions de vie qui feront que que l'individu va être en bonne ou en mauvaise santé et donc se base sur les déterminants de la santé et la capacité d'agir sur les déterminants de la santé. Et enfin, concernant la prévention, même quand on s'inscrit dans une logique éducative, l'idée c'est d'abord de transmettre le savoir vers la population afin qu'elle puisse se prémunir d'un risque. Au niveau de la promotion de la santé, il s'agit avant tout d'un projet qui est dit participatif. Donc nous nous basons à la fois sur la connaissance qu'on va transmettre vers l'individu, mais on est déjà prédisposé à écouter ces individus et à renforcer les comportements qu'il a en lui et qui peuvent être positifs pour sa santé. Alors, pour conclure cette présentation en rapport avec la promotion de la santé, pouvons dire que l'approche promotion de la santé est d'abord une révolution culturelle en santé publique. Pourquoi une révolution? C'est parce qu'il y a un transfert de pouvoir vers les premiers concernés, à savoir la population et les individus. Et du coup, c'est un concept aussi qui est plus large, qui est positif.
et qui est social si on veut l'opposer à un concept de la santé qui est beaucoup plus biomédical, orienté vers la maladie et orienté vers le risque. Et cela suppose une évolution des mentalités. Donc elle met les professionnels de santé, notamment de la santé publique, face à de grandes responsabilités pour pouvoir mettre en pratique ces principes qui vont, je dirais, qui sont plus ou moins en opposition avec les pratiques actuelles. C'est pour ça qu'on parle souvent de la promotion de la santé comme un concept ou une approche subversive. Et puis, un des enjeux majeurs, c'est que pour évaluer son efficacité, on ne peut pas l'inscrire sur le court terme. Elle se conçoit automatiquement sur le long terme en mettant l'accent sur la qualité de vie au-delà de la maladie et non sur la seule espérance de vie. Et puis c'est une approche de santé publique et d'actualité nécessitant des initiatives et du courage de la part des responsables, donc des ministères de la Santé. Merci beaucoup pour m'avoir écouté pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre ce que c'est que l'approche promotion de la santé, sa place actuelle par rapport aux différents enjeux de santé publique auxquels font face les systèmes de santé. Vous avez pu voir quels sont les différents axes stratégiques avec des exemples. Et enfin, nous avons nuancé la différence qu'il y a entre l'approche promotion de la santé et l'approche prévention de la maladie. Je vous remercie et j'espère que cette présentation vous sera utile.